Est-ce que tu peux nous raconter le parcours qui t'a amené là déjà? Alors, ça remonte loin, ça remonte très loin. En fait, l'amour du textile déjà. C'est par amour du textile que je suis arrivée là. C'est-à-dire que j'ai recherché aussi pourquoi ça m'intéressait. Et en fait, je m'aperçois que j'ai toujours été bercée dans une ambiance textile, même si dans ma famille, c'était pas notre activité. Mais toute petite, j'habitais à Flers-de-Lorne. Donc Flers-de-Lorne, à l'époque, il y avait plein de petits ateliers familiaux de tissage de coton principalement. Et mes premiers souvenirs olfactifs, c'est quand j'avais 3 ans. J'avais une copine dont les parents avaient un atelier comme ça. Et on jouait à cache-cache dans les réserves de tissus, c'était un bonheur. Et j'ai encore l'odeur de ces rouleaux de tissu, puis c'était beau, quoi. Il y avait toutes les couleurs, c'était magnifique, quoi. Et donc ça, voilà, ça, j'étais bercée même par le bruit des métiers et tout ça. On n'avait pas le droit de rentrer dans l'atelier des métiers, mais on entendait ça, ça rythmait tout. Et puis après ça, mes parents ont acheté une ancienne corderie. Alors, pas pour pratiquer, mais c'est parce que la corderie cessait son activité, la maison était à vendre, et il y avait le hangar où il y avait toute la fabrication de la corde, et il y avait encore des balles de coton, et j'ai joué avec ça quand j'étais gamine. Enfin, La texture. Ah ben oui, 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 moi j'adorais Une vraie ça. matière. Ah oui, oui, oui. Donc voilà, je sens que ça m'a imprégné, ce truc-là. Et puis, bon, voilà, ça fait son chemin comme ça. J'étais assez manuelle malgré tout, donc j'aimais bien essayer toutes les techniques textiles, quoi. Même si bon, la couture que je faisais à l'école, c'était pas top, mais C'était pas extrêmement créatif non plus. voilà. Donc sinon, je tricotais, je faisais du crochet, du macramé, enfin tous ces trucs-là, quoi. Voilà, bon. Et puis, bon, après ça, moi, j'ai passé mon bac et j'ai pas voulu continuer mes études après mon bac et j'ai fait une formation de libraire. Donc, ce qui n'a strictement rien à voir, mais à partir du moment où on sait lire, on peut apprendre plein de choses. Ah oui, voilà. apprendre. Donc, finalement, j'ai rencontré mon mari, on est parti habiter dans le fin fond de la Sologne, donc là, il n'y avait pas de librairie dans un rayon de 100 km. Donc j'étais toute seule toute la journée et pour m'occuper, j'avais entrepris de faire une étude sur les fibres textiles et leur transformation. Donc de produire et d'aller jusqu'aux vêtements. Donc j'ai commencé par les choses faciles, la laine, le lapin, toutes ces choses-là. J'ai fait du coton. C'était pas faire un livre, c'était le faire vraiment. À le faire produire et aller faire un vêtement de A à Z. D'accord, voir pour chaque textile comment le voilà, processus. le processus de transformation. Donc c'est là que j'ai commencé à faire mes teintures, les premières teintures, et puis à apprendre à filer et tisser, et toutes ces choses-là. Et j'avais gardé la soie pour la fin parce que je n'aimais pas la soie. Parce que la soie qu'on me proposait à l'époque, c'était soit des soies chinoises, je ne parlais pas tellement, ou les soieries lyonnaises que je trouvais trop luxueuses et ça me parlait pas. Donc j'ai mis 10 ans à faire cette étude quand même, parce qu'entre-temps j'ai eu des gamins, etc. Bon. Et puis on arrive dans les années 83-84 et il ne me restait plus que la soie. Et c'était le moment où dans les Cévennes, Michel Costa avait donc réouvert une filature, relancé la sériciculture, et pour sa filature il avait besoin de cocon. Et donc en accord avec la Chambre d'agriculture, il proposait des stages de formation pour des agriculteurs qui auraient produit des cocons qui auraient été filés à la filature. C'était une SICA. Donc je suis allée suivre un stage et là, coup de foudre total. Alors là, total. L'élevage, sensationnel, parce que je suis une terrienne, moi. J'aime bien toutes ces activités de terre, quoi. Les pieds bien sur terre, quoi. Donc l'élevage, entre la culture du mûrier, la récolte des feuilles, les petites bêtes, etc., c'est formidable, mignon. C'est agréable comme tout, quoi. C'est sympa. Et puis la matière, j'ai découvert la matière en fait que je connaissais pas, quoi. En France, on a une vision tellement étroite de la soie. C'est une fibre qui est nettement supérieure aux autres, quoi, par rapport à sa résistance, par rapport à sa beauté, par rapport à tout, quoi. D'accord. C'est assez magique, quoi, cette soie-là. Donc au lieu de rester une semaine, le stage durait une semaine, je suis restée 3 semaines, et puis quand même, j'avais des gamins à la maison, il fallait que je rentre. Tu les avais abandonnés? Oui.
Donc j'étais remontée avec des verres à soie sous le bras, des plants de mûrier, et puis je me suis dit, allez hop, je commence, je verrai bien ce que j'en ferai. Alors l'idée de départ, c'est parce que je faisais du tissage, et que la soie coûtait cher à acheter quand même. Donc je m'étais dit, je vais faire un élevage par an, et puis je vais échanger mes cocons à la filature contre du fil, ce qui me permettra de tisser savais pendant pas un été an. ton fil alors. Non, au départ, je ne pensais pas du tout. Mais en fait, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait parce que Michel me dit, écoute, tu es quand même loin. Moi, j'étais la seule du Nord là, à faire ça. Tu es quand même un petit peu loin de chez nous. Ce serait mieux que tu t'organises pour traiter tes cocons toi-même, etc. Je dis, moi, je vais bien, mais c'est un peu compliqué. Moi, je n'avais pas de subvention régionale, j'avais rien. Hein, donc, et puis, bon, les gens commençaient à savoir que j'avais des verres à soie, et ça fascine toujours. Donc, j'étais constamment sollicitée pour que les gens viennent visiter mes élevages. Alors au début, mes élevages, ils étaient dans ma chambre à coucher, donc c'était un petit peu compliqué. Bon, ce qui fait que petit à petit... L'intimité... Oui. Donc je me suis organisée, et finalement, je me suis dit, c'est peut-être pour... Tu dormais avec tes verres à soie, donc? Oui. Ah ouais. Ça fait pas de bruit? Non, il n'y a aucune gêne. Ouais. Moi, j'en avais pas beaucoup, j'en avais que sur une table d'élevage, simplement. Et petit à petit, je me suis dit, après tout, il faut que j'arrive à me financer. Je vais faire un musée de la soie, quoi. Je vais ouvrir un site sur ça. Donc c'est l'option que j'ai prise. C'était la Magnanerie, c'était à 15 km d'ici, au Coudray-Macquart. Et j'avais testé avant dans un autre endroit, et donc j'avais fait tout un lieu de visite. Je ne veux pas dire musée parce que c'était pas un musée, mais un site touristico-pédagogique ou pédago-touristique, dans le sens de le prendre, donc sur le thème de la soie. Quand j'ai eu ma petite production de fils à broder, etc., il y a quelqu'un d'autre qui a pris la gérance du site touristique, et moi je me suis occupée que de la partie production. Voilà. Mon idée, moi, quand j'ai refait de la soie ici, c'est parce que j'avais retrouvé des archives qui parlaient de production de soie locale, alors que tout le monde l'avait oublié, ici, dans la région de Saumur. Et que la soie de Saumur n'avait pas laissé un souvenir impérissable parce qu'elle était mal filée. Donc elle était irrégulière. Et que moi je me suis toujours dit... j'aime le côté irrégulier. Mais oui. Mais alors je m'étais dit, si on refait de la soie en France, c'est pas pour refaire ce que font les Chinois, ils le font très bien, on ne sera jamais compétitif. Donc soit irrégulière, soit sauvage, etc. Voilà. Donc j'ai commencé à tester toutes les chenilles sauvages, voir celles qu'on pouvait élever ici. Et celle qui a le mieux fonctionné, c'est la chenille Héry. Donc l'INRA m'avait passé des œufs, j'ai fait mes élevages, ça se passait très très bien. Et l'idée, c'était de refaire une soie qui se serait appelée la soie d'Anjou, mais à partir de cette chenille-là. Donc j'ai eu une subvention de l'Anvar pour travailler là-dessus. Et ce qui m'a permis de tester vraiment à grande échelle, quoi, de faire ça bien. Puis comme j'avais vu que ça marchait bien, je me suis dit, je vais aller en Assam voir le berceau de ça, quoi. Donc j'avais envoyé un fax, à l'époque c'était des fax, c'était en 2001, non 2000 ça. J'avais envoyé un fax donc au Central Silk Board, donc qui est une branche du ministère du textile indien. Il y en a dans chaque État, un Central Silk Board. D'Assam, en leur disant, voilà, je suis en France, j'élève des verreries, je vais venir en Assam à telle période et j'aimerais rencontrer des producteurs de soie Héry. Pas de réponse. Février, je pars en Assam, je vais à Guwahati, la capitale, et puis je dis, j'ai l'adresse du Central Silk Board, je vais aller là-bas. Donc j'y vais, j'arrive. Ils me disent, c'est vous qui nous avez envoyé un fax. Attendez. Alors, ils vont chercher mon fax. Et il me donne un autre papier qui était la réponse qu'il devait m'envoyer, mais le fax n'est jamais passé. Et sur le fax, il me répondait, c'est pas la peine de venir, on n'a rien à vous faire voir. Vous êtes là. Vous êtes là maintenant. Alors en fait, ils ont mis une voiture à ma disposition pendant 3 jours. Trop bien. Avec chauffeur. Et c'est parce que l'état d'Assam, il a été coupé en deux, et que toute la partie soie Héry est dans la partie qui a été coupée, dans le Meghalaya. Donc fallait aller dans le Meghalaya. J'ai vu des trucs extraordinaires, vraiment très 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 bien, quoi. Donc c'était juste pour voir cette soie. Voilà, c'était pour sur place dans son berceau. Voilà. Parce que tu voulais le faire ici. Voilà. Et à l'époque en Inde, il ne se faisait de la soie Héry quasiment qu'en Assam. C'était très peu répandu, puis dans le Meghalaya. Et j'ai l'impression que j'aurais fait peur, quoi, en leur disant, parce que moi j'avais eu mes 400 000 chenilles là, mais
je me rendais pas compte que chez eux, c'est pas du tout comme ça. Ils font des tout petits élevages. C'est des familles qui font des tout petits élevages, mais toute l'année, parce que Avec plein de familles, alors. Oui, c'est ça. Plein de familles qui font des tout petits élevages. Et D'accord. ils n'ont jamais eu de gros Alors élevages. Alors, du coup, la communication était quand même un petit peu difficile, quoi. Et puis, je me suis aperçue après, dans les années après, que de la soierie, ils l'ont répandu un petit peu partout en Inde, quoi. Ils ont vraiment, ils se sont dit, il y a un intérêt pour cette soie-là, on va foncer, quoi. Donc, du coup, ils ont. Bon, donc moi, après ça, je suis revenue et j'ai travaillé avec le Cambodge, avec des Français qui étaient au Cambodge, qui avaient ouvert une filature, qui travaillaient avec des familles. Alors, c'est pareil, avec des familles très pauvres, des Hmongs qui étaient immigrés là-bas, qui n'avaient pas beaucoup de notions d'hygiène et choses comme ça. Et pour le Bombix, si c'est pas rigoureux, il y a des problèmes de maladie. Alors que le héri est beaucoup plus résistant. Je parle du héri. Donc il dit, j'ai organisé un voyage en Inde, donc on est retourné en Assam, en Assam et dans le Meghalaya pour qu'il voit ça. Et j'ai revu le gars du ministère qui m'avait déjà passé une voiture et qui à nouveau nous a prêté une voiture et un chauffeur et qui nous a vraiment j'ai vu encore d'autres choses et comment ça s'était développé, quoi. Donc c'était vraiment sympa. Le grain de sable qui est arrivé, c'est tous ces problèmes de pollution atmosphérique qui ont fait que les vers à soie ne filent plus. C'est pour ça que j'ai commencé, moi, j'avais besoin de cocons, donc c'est pour ça que je suis allée à Madagascar. 2003, je m'étais là-bas. Je m'étais dit, je vais acheter des cocons là-bas, et puis je vais les ramener là. Ben oui, mais ils ne fileraient pas plus. Non, mais si, les cocons. J'achète des cocons, pas les vers à soie. Ah oui, ils sont faits, ça y est. Ah, ils sont faits. Voilà, c'est pas les vers. Mais il faut les ramener. Les cocons, c'est très volumineux. Et le fret par avion, c'est au volume, c'est pas au poids. Puisque ça correspondait à une période où, à Madagascar, ils relançaient les élevages de vers à soie. Il y avait plein de gens qui cherchaient des débouchés, etc. Je me suis dit, bon, allez, hop. Plutôt que moi de ramener des cocons, je vais leur faire le fil là-bas. Mais bon, le fil qu'ils faisaient ne correspondait pas du tout à mes fils à broder. Pourquoi ? C'était beaucoup plus grossier, c'était pas assez régulier, parce qu'ils n'avaient pas le matériel pour non plus. D'accord. Je me suis dit, par contre, là où c'est intéressant, moi j'ai toujours rêvé de faire du fil à tricoter, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Je ne l'ai jamais fait parce qu'il me fallait des quantités nettement plus importantes. Que tu avais là-bas ? Là-bas, il y avait la main-d'œuvre, il y avait tout. Alors, voilà, je leur ai fait faire des fils à tricoter, donc sur un modèle assez précis. Ce calibre-là ? Oui, c'était différent encore, c'était encore autre chose. Bon. Et puis, donc j'y suis allée régulièrement, tous les ans, pendant plusieurs années. Et puis, à Madagascar, ça reste Madagascar. C'est-à-dire que il y a des hauts et des bas. Il y a eu des problèmes de criquets. Donc, quand il y a des invasions de criquets, ils traitent par hélicoptère. Donc, tout y passe. Donc, il y a des années où il n'y avait pas de production. Ils ont une soie sauvage qui est très, très particulière. Mais c'est pareil, avec tous les traitements. Voilà, il y a des années, il y en a, des années, il n'y en a pas. Donc, c'est difficile d'avoir une régularité dans la production. Et puis, si on n'est pas tout le temps derrière... divagation un petit peu. Alors j'avais un autre copain qui était allé là-bas aussi, qui avait avait ouvert un petit atelier où il avait importé de la laine mérinos là-bas et il faisait faire un fil laine et soie, filé au rouet à la main, 50% soie, 50% laine. Un fil qui était très beau. Et les filles, avec ça, faisaient des écharpes, des granits, là, c'est des petits carrés qui étaient à la mode à une époque. Mais au bout d'un moment, lui, il ne pouvait pas tout absorber non plus. Et ce fil-là, je me suis dit, ça va plaire aux tricoteuses. Donc je me suis associée à lui. Je prenais la moitié de la production. Et puis, lui, il a arrêté. Et pour moi, c'était beaucoup trop. Enfin, il y avait 10 personnes qui travaillaient. Déjà, moi, on paye d'avance. Moi, j'avais été obligée d'emprunter de l'argent pour pouvoir les payer. J'avais des stocks à ne plus savoir qu'en faire. Alors j'ai dit, moi toute seule, je ne peux pas continuer à l'atelier. Je veux dire, dans l'état actuel des choses, 2-3 personnes... Donc elle faisait le fil là-bas, et toi tu faisais quoi ? Toi, tu le teignais ? Moi, au début, je le teignais ici, après ça je le faisais teindre à Madagascar. Oui. Et moi, je le conditionnais, je le vendais. Voilà.
Ah, je crée des modèles avec et je vends des Ah, tu modèles. crées des modèles, Voilà. des modèles Des de modèles vêtements. tricot. Et tu tricotais, Oui. toi, Oui. c'était toi qui tricotais là. Oui, oui, oui. Donc tu t'occupais plus ni de faire du fil, ni de le teindre. Non, voilà, moi, une fois que j'avais mis les critères Les de critères base que de j'avais base, fait. voilà. Et puis, Mais- et puis, petit à petit, ça devenait quand même très irrégulier. Un fil qui était, au départ, j'avais 400 mètres pour 25 grammes, donc c'était exceptionnel, c'était très, 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 très fin. Oui. À la fin, j'avais même pas 200 mètres pour 25 grammes, quoi. Donc, Ah, d'accord. alors, je leur disais, mais c'est pas possible. Moi, si je vends, sur l'étiquette, je suis obligée de marquer tous ces critères-là. En France, il faut qu'on marque ça. C'est trop irrégulier, je peux pas. Je peux sûr. pas. Et puis, le fil, moi, je l'avais appelé Tana, parce que c'était fait à Tana, Tananarive. Ça faisait des fils trop différents, quoi. Donc, il faudrait plus de rigueur quand même. Et puis moi, je dis 3 personnes, je peux pas assurer le salaire de plus de 3 personnes. Et alors du coup, ils avaient augmenté leur prix. Enfin, j'ai dit bon, écoutez, moi je peux pas faire autrement. Et eux, ils m'ont dit non, c'est tout le monde ou personne. Ah, d'accord. Alors je dis ben ce sera personne. Moi je pouvais plus, là j'étais. Ah, ouais, déjà, ouais. bon. Donc ça s'est arrêté bêtement comme ça, quoi. Vraiment bêtement. Et alors après, comment tu as rebondi? Mais j'ai encore des stocks. Des stocks. Ah bah, tu vas nous montrer ça. Oui, Tu vas oui, nous oui. montrer ça. Alors bon, donc voilà, de ce côté-là, l'atelier s'est arrêté. Et puis je faisais faire un autre type de fil dans un autre village. Où là, alors pour financer ça, j'avais monté une opération de microcrédit. C'est-à-dire, moi je voulais qu'il y ait davantage de fileuses, mais elles n'avaient pas d'argent pour acheter leur rouet. Donc C'est super ça. j'avais demandé à mes clientes si elles voulaient financer l'achat d'un rouet. Tu avais déjà des clientes en Oui, fait. oui, oui, oui. C'est toujours les mêmes personnes. Ben oui, il y a tout un réseau. Quoi, Un voilà. réseau qui achète du fil de soie. Oui, oui, oui. Et je leur avais dit, voilà, si vous donnez 50 €, ça permet de financer l'achat d'un rouet. C'est bien comme il dit ça. Et la fileuse vous remboursera en fil. Super. On donne 2 ans pour qu'elles aient quand même de temps. Voilà. C'est-à-dire qu'elles ne sortaient pas d'argent et payaient en nature. Voilà. Donc on a Mais les financé- fileuses, par contre, elles gagnaient rien alors dans ce Si, temps-là. si, parce que justement, en mettant sur 2 ans, ça leur permettait d'avoir du fil de autre et de D'accord. mettre un petit peu chaque mois D'accord. de côté. D'accord. Et puis, on a financé une trentaine de rouets, comme ça. Alors, c'est pareil, j'avais fait faire le prototype à un menuisier. Le premier était nickel. Je dis, bon, c'est bon, c'est bien. Voilà, donc, je dis, au fur et à mesure, je dis, il en faut tant, il en faut tant, il en faut tant. Bon. Et puis, ils ont été livrés les rouets dans les villages. Il y avait plusieurs villages comme ça qui étaient concernés. Et tous les roues avaient des problèmes. Ils avaient été mal. Tous les roues avaient été mal faits. Donc moi, j'étais obligée d'y retourner, de refaire toute la tournée de brousse, aller voir tous les rouets, les inspecter un par un, de noter tout ce qui n'allait pas, de faire venir le menuisier pour qu'il les répare. Enfin bon, ça a été un fiasco de ce côté-là. Et puis, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est que ça a été mal traduit, parce qu'elles ne parlaient pas français, les filles. Donc quand j'ai présenté l'affaire, mais il n'y en a pas une qui a remboursé. Il n'y en a pas une qui a Donc, remboursé. elles n'ont pas donné de fil. Non. Non. Et donc, toi, tu as dû acheter le fil. Alors du coup, moi je n'aurais pas acheté de fil non plus, mais elles n'ont pas remboursé les rouets. Donc, en fait, il y a eu tes clientes, elles ont perdu chacune 50 Alors €. moi je leur ai proposé de les rembourser. Il n'y en a pas une qui a demandé à être remboursée. Bon, c'était déjà sympa, Voilà, mais déjà ça, elles ont mais- compris. Mais du coup, voilà, c'est bête parce que Ah, quand c'est c'est comme ça, elles dommage. ne financeront pas un Ah autre ben truc. oui, parce que c'était vraiment génial. comme Alors il que dit. c'était simple. C'était simple, quoi. Et alors, comment tu penses qu'il n'y avait pas de... Alors je ne sais pas si ça vient du traducteur, j'en sais rien, si ça vient de la mentalité malgache. Ils sont tellement habitués à être aidés, subventionnés, Oui. etc. Ils sont dit, les Vasas, ils ont des sous. Bon, enfin bref, donc voilà. Donc Madagascar, entre l'autre... Une expérience, qui un t'a- peu amère, quoi. Un peu Oui. amère, quoi, quand même, quelque part. Donc du coup, je suis pas retournée pendant plusieurs années. Mm. Je suis artisan sans frontières, donc avec la chambre de métier, donc dans le cadre de la C'est soie. une structure particulière, ça? Oui, c'est comme Médecins sans frontières, quand il y a des besoins en formation. Ça existe pour Tu es tous dans les une métiers. association. Eh ben, c'est la chambre de métier Ouais. qui organise ça. Donc là, il y a un partenariat entre les chambres de métier et les chambres chambres de commerce de différents pays, où la France aide.
ces pays-là. Ah, donc tu es... Et ce qui me paraît essentiel là-dedans, je veux dire, on est tous des rouages, quoi, des maillons d'une chaîne, quoi. Hein. Et bon, c'est vrai que j'ai un savoir-faire qui en France n'est pas courant aujourd'hui, qui n'a pas sa grande utilité en France aujourd'hui, il faut dire ce qui est, quoi, mais qui transmis dans d'autres pays peut permettre à des tas de gens de vivre de cette activité-là. Donc moi, ça me paraît important de donner ce que j'ai appris, de le partager aux autres. Quoi. En échange, moi, je reçois d'autres informations aussi. Je veux dire, c'est un échange, quoi. Hein, c'est pas... Je veux dire, je suis pas une bonne sœur hein, qui... j'y trouve mon intérêt bien aussi sûr. quelque part. Quoi. Et Moi, puis ta curiosité est toujours... oui, tu vois de nouvelles choses. Oui. Puis, non, puis c'est vrai. Puis le fait aussi de... Bon, j'ai toujours voyagé pour ça, avec ça derrière la tête, quoi. Ça m'a tout de suite permis d'avoir des contacts aussi très, très intéressants avec les gens, quoi. Je me vois pas voyager en touriste. Ah ben voilà, pas du tout. Je Moi, pareil. Je pourrais pas. Juste et donc visiter, là, ça me suffit pas. Là, on partage la vie des gens, quoi. Voilà. Puis même si on parle pas la même langue, on se comprend. Meghalaya, par exemple. Meghalaya, donc j'y allais pour les teintures. Donc j'arrive dans un village qui parle rien, qui parle pas anglais, qui parle que le cassis. Hein. C'est une société matriarcale, c'était très intéressant. Donc j'avais avec moi une indienne qui traduisait, qui travaillait pour le GIZ, là, pour la société allemande. Bon. Et je sentais, il y avait des frottements entre les femmes du village et puis cette fille-là. Donc je ne sais pas, moi, comment j'ai été présentée. J'arrive là, on me met devant les fourneaux, puis ben, vas-y, alors que moi je ne connaissais pas leurs plantes, je connaissais rien. Enfin, c'est comme si on mettait un cuisinier devant des produits qu'il n'a jamais cuisinés, quoi. Donc j'étais un petit peu embêtée, genre je dis bon, vous me laissez 2 jours, je fais mes essais, etc. Bon. Puis je voyais les coups d'œil comme ça, un petit peu, pas goguenard, mais enfin, pas franchement sympathique, quoi. Et puis l'indienne là reçoit un coup de fil, fallait qu'elle retourne à Shillong, là, la capitale. Elle me dit qu'est-ce que tu fais, tu restes ou tu rentres à Shillong avec moi? Je dis ben non, je reste. Donc je suis restée. Elle dit mais comment tu vas faire? Je dis pour me débrouiller, je ne sais rien. Donc je suis restée. Et là, l'interprète, elle. Oui. Et là le rapport a complètement changé. C'est-à-dire que les femmes, elles sont venues m'aider. Elles ont vu des trucs. Elles ont vu qu'avec leurs plantes où elles faisaient leurs 3 couleurs, moi je leur ai fait 20 couleurs. Elle me dit mais reste un mois. J'ai resté beaucoup plus longtemps. Elles étaient, voilà, et puis voilà, même sans se parler, on se comprenait bien, quoi. Je veux dire, le courant est passé tout de suite. Et alors, quand j'ai fait mon tour avec les copains du camp du Laos, c'est pas du camp, j'étais du Laos, sur la soie Eri, je suis passée à l'improviste dans le village. Je me suis dit, je suis trop près de chez elles, je vais aller leur dire bonjour. Et bien, quand je suis arrivée, elles avaient organisé une formation, elles étaient en train de former les femmes d'autres villages aux techniques que je leur avais apprises. Trop bien. Oh, le bonheur. Ça, c'est super. Le bonheur. Alors qu'à Madagascar, j'ai fait des tas de formations, mais je me demande à quoi elles ont servi. Ah, ouais. Je trouvais ça génial, quoi, vraiment. C'était voilà. Là, ça avait marché. Là. Transmettre. Bien, oui, voilà, c'est ça. C'est quelque chose. Transmettre, et puis ben, quand comprendre on reçoit, et transmettre. Ça me paraît normal que quand on reçoit, on donne, quoi. Moi, j'ai beaucoup reçu dans la vie, hein, j'estime, par rapport à justement tous ces gens de ce pays-là. Ça me paraît normal, quoi. Voilà. C'est une chaîne sans fin. Moi, j'avais l'impression que c'était que d'eux qu'on pouvait apprendre. C'est eux qui avaient gardé les traditions, mais moi, le savoir. Alors, moi, le truc qui m'a le plus surpris, c'est que je voulais, depuis... c'est toujours... qu'une petite Française va enseigner en Inde pour des techniques traditionnelles. Oui. Mais moi, alors, il y a des années de ça, hein, ce qui me fascinait, c'était l'Afrique et l'indigo. Et je voulais aller en Afrique pour apprendre la technique d'indigo. Et puis, dans le cadre des différentes missions, un jour, on me dit, est-ce que tu voudrais aller, alors c'était quel pays? En Côte d'Ivoire, pour la soie et pour la teinture. Alors je dis, qu'est-ce que je vais leur apprendre? C'est eux qui vont m'apprendre, quoi. Et ben non. En fait, bon, ça s'est pas fait parce que je ne sais plus ce qu'il y avait eu à ce moment-là. Il y a eu un coup d'État ou je ne sais quoi. Donc j'y suis pas allée. Mais voilà, c'est ça. Alors que moi, c'est des pays où il y a 30 ans, j'avais l'impression que c'est eux qui allaient m'apprendre. Maintenant, aujourd'hui, c'est nous qui allons leur apprendre ça. Et comment ça se fait? Mais parce que ça a été très très vite pour eux, l'évolution. Très vite. Oui. C'était très rapide et ils ont perdu un tas de savoir-faire. En une génération. Ah bah oui. Et nous, on a envie,
Nous aussi, on a beaucoup perdu. Bah oui, On a beaucoup perdu, mais Oui, oui, on oui. essaie de retrouver. Mais on a- heureusement, parce qu'il y a eu des liens qui se sont faits au bon moment. C'est-à-dire qu'on a appris d'eux à une époque. Voilà. Et c'est un retour. Ils nous ont donné, voilà, nous on c'est- leur voilà, rend. voilà, c'est ça. Tiens, voilà, c'est le mouvement. Parce que, c'est ça, c'est voilà. le- Parce que nous, on sait que maintenant, il ne faut pas perdre ça. Oui, oui. Et eux, ils n'ont pas encore Ils n'avaient pas encore eu conscience de ça. conscience de ça. C'est trop bien. Mais ça, C'est ça- vraiment mais ça la revient grande à- chaîne, quoi. Oui, oui, oui.